Bonjour à tous. Alors, je suis Romain Pevergne de MyLeasing et je vais donc avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui le webinaire que nous avons organisé autour des enjeux du TCO et les intérêts et utilisations que vous allez pouvoir en faire pour la gestion de votre parc. J'espère que tout le monde m'entend bien et que le son est parfait pour tout le monde. N'hésitez pas, dans le cadre de cette présentation, à utiliser le chat pour partager vos questions et interrogations. Nous y répondrons dans un format, dans une partie de la présentation à la fin pour passer au travers de toutes vos questions. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on déroule ensemble cette présentation. On est ensemble pour une demi-heure à peu près pour parler de ces enjeux TCO. Comment va s'articuler cette présentation? Donc, déjà, nous allons définir ce que c'est qu'un TCO, quels sont aujourd'hui les moyens de construire ce TCO. Ensuite, voir comment c'est un outil qui permet d'optimiser la gestion de votre parc et plus globalement de votre flotte. Ensuite, un point sur, on va mettre en lumière dans le coût global de détention qu'est le TCO, quel est le coût de la recharge électrique. Il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui du marché sur ce sujet-là. Il nous a semblé aussi intéressant pour illustrer cette présentation d'utiliser un cas concret d'un de nos clients au cours de cette présentation. Et puis enfin, on essaiera de vous donner, selon nous, les règles d'or d'une gestion de parc maîtrisée pour 2023 et les années à venir. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien et que tout est clair pour tout le monde. On va donc démarrer. Alors, qu'est-ce qu'un TCO? Je présume que ce mot, cet anglicisme parle à tout le monde. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on va tâcher de répondre à cette question. Le coût global de détention, donc le TCO, c'est un outil qui va vous permettre concrètement de pouvoir déterminer votre coût global de détention en le construisant de la façon suivante, c'est-à-dire avec comme socle de ce TCO le loyer. On parle beaucoup évidemment du loyer dans le calcul d'un budget automobile, mais ça ne reste que le socle de votre coût global de détention. C'est-à-dire que c'est la première étape pour pouvoir construire un budget, mais en bon gestionnaire de parc que vous êtes tous, vous devez forcément vous intéresser à ce qui gravite autour du loyer, à savoir les prestations, la fiscalité et puis également ce qu'on a appelé divers, c'est-à-dire tous les coûts périphériques, parking, stationnement, abonnement divers, télématique, gestion de parc externalisée, tous ces sujets qui viennent du coup rajouter un budget à votre coût global de détention et qui du coup doivent être également pilotés. On nous a beaucoup posé de questions sur les derniers temps sur la façon dont a évolué le TCO et plus globalement les coûts automobiles. On souhaitait vous montrer ce slide-là qui a pour objectif de mettre un peu en perspective les coûts, la structure d'un TCO en 2022 par rapport à 2018. Ce qui est assez frappant, ce qu'on peut clairement enregistrer, c'est le poids de deux postes importants, que sont la fiscalité et le carburant. Alors, je vais rien apprendre à personne pour dire que le carburant a fortement augmenté. L'INSEE annonce le chiffre de plus 30% du coût moyen d'un litre de diesel entre 2018 et 2022. C'est en train de se calmer, mais ça reste forcément un budget qui a explosé et qui, du coup, est une source de préoccupation, ou du moins doit l'être. Donc, voilà, évidemment, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça. L'électrification de votre parc, quelle technologie de mobilité utiliser, quel type de véhicule même utiliser, puisque forcément, il y a beaucoup de controverses autour des SUV, leur poids, leur consommation. Tout ça vient évidemment poser beaucoup de questions. La fiscalité, évidemment, le poids de la fiscalité dans le coût global de détention a été globalement fortement impacté sur les 5 dernières années avec la création de nouvelles taxes, notamment écologiques, enfin du moins à vocation écologique, pour un certain nombre de véhicules, mais également aussi des dispositifs d'incitation au basculement sur, par exemple, des véhicules électriques ou hybrides. Donc voilà, ce qu'on peut enregistrer aussi, c'est que
Alors, toute proportion gardée, le loyer reste évidemment un élément d'attention extrêmement important, hein. Ça représente la moitié de votre coût global de détention, mais ce poids-là est en train de baisser. Même dans un contexte inflationniste où on le sait aujourd'hui, les loyers LLD ont fortement augmenté. Néanmoins, le poids du loyer LLD dans le coût global de détention est en baisse par rapport à ce qu'il était il y a 5 ans. Parce que, évidemment, d'autres postes de dépenses ont pris de l'ampleur. Je parlais à l'instant d'évolution des loyers. Il est évident que du coup, quand les loyers forcément augmentent, ça donne d'autant plus d'intérêt à se concentrer sur une analyse TCO, puisque, comme on l'a dit, le loyer est le socle de votre TCO, mais ce n'est pas le seul élément d'attention sur lequel vous devez vous focuser, mais évidemment, l'intérêt, ça va être dans une approche TCO, d'identifier l'ensemble des postes de dépenses de façon extrêmement exhaustive. Il n'y a pas de TCO unique, hein. Chaque entreprise presque a son propre TCO. Et c'est ça aussi notre valeur ajoutée chez MyLeasing, c'est d'accompagner nos clients dans la construction de votre TCO, de comparer du coup des indicateurs avec objectivité. L'objectif d'un TCO, c'est d'être le plus neutre possible, d'avoir absolument aucun a priori pour construire un coût global de détention. Je donne un exemple là qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, on a des véhicules sur le marché en hybride non rechargeable, essence, hein, qui affichent des consommations réelles équivalentes à des SUV diesel de même catégorie. On entend souvent dire que les véhicules diesel pour les gros rouleurs, c'est la solution et c'est la seule solution. Au travers de différents audits réels de consommation et de relevés de consommation que l'on fait avec nos clients, on s'aperçoit que des véhicules hybrides essence de nouvelles technologies, de dernière technologie, arrivent à présenter des consommations aux alentours de 5 litres 5, 6 litres au 100, ce qui est globalement une consommation de SUV diesel. Ça, c'est un moyen très objectif de pouvoir construire une car policy en ayant déterminé la bonne technologie adaptée à chaque usage. L'intérêt, je reviens sur l'intérêt du TCO, c'est évidemment aussi, en fonction de la construction que l'on va en faire de ce TCO, de déterminer les pistes d'optimisation, en identifiant évidemment un coût qui, de prime abord, ne pourrait pas l'être. On viendra dans un second temps sur un exemple de TCO et comment il est construit, et vous verrez qu'il y a peut-être des coûts que vous n'imaginez pas. Et enfin, l'idée, c'est aussi évidemment de construire une car policy réactualisée et adaptée aux usages de vos collaborateurs. Je crois que ce mot-là, il est essentiel encore plus qu'avant. Il y a encore 5 ans, on se posait globalement peu la question de savoir si les véhicules diesel étaient à mettre en place dans les parcs automobiles. Tout le monde, globalement, roulait en diesel. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on met à la route un véhicule, doit se poser la question de sa technologie, de sa motorisation, de son type de véhicule. Et la seule réponse à cela, c'est de faire une analyse précise des besoins de chaque collaborateur. On a l'habitude de dire chez MyLeasing et chez nos clients que 20 000 km d'autoroute, ce n'est pas 20 000 km de centre-ville, et que forcément, si notre approche elle est uniquement centrée sur le nombre de kilomètres, eh ben, on passe à côté d'une grande partie de l'analyse qui doit être faite de son coût global de détention. Les enjeux autour de ça, c'est que forcément, pourquoi c'est important d'utiliser cette approche-là, c'est que la mobilité dans votre entreprise, dans nos entreprises, c'est le troisième poste de dépense, hein, souvent derrière les salaires et l'immobilier. Donc forcément, un poste aussi important dans votre compte d'exploitation mérite toute votre attention, et ça, j'en doute pas une seconde. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une précision et une exhaustivité dans la ventilation de vos coûts. Forcément aussi, c'est un moyen d'analyser votre capacité et votre chemin à parcourir pour aller vers la transition énergétique et écologique. Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Tous les usages ne permettent pas de passer, dans l'état actuel des choses et du marché, en véhicule électrique pour tout le monde. Il y a encore beaucoup de freins à lever, mais se poser la question est essentiel. Chez MyLeasing, on reste convaincu aussi que la mobilité, sous toutes ses formes, reste un levier de motivation et d'engagement des équipes, et donc
donc un levier RH pour pouvoir engager et faire la différence dans le marché concurrentiel du recrutement. Et donc, forcément, être attentif à la politique de mobilité d'une entreprise, c'est aussi cultiver une capacité dans vos entreprises à garder vos collaborateurs. Dernier point aussi, les enjeux, c'est aussi d'un point de vue social, sur le traitement que vous allez faire de cette mobilité concrètement auprès de vos collaborateurs. On fera toute une partie lors de cette présentation sur les différences qui existent entre le traitement en avantage en nature et le traitement en participation ou redevance et toutes les implications que ça peut avoir. Vous allez voir, c'est extrêmement parlant de prendre un exemple au client et de voir quelles sont les incidences. On arrive enfin sur la structure d'un TCO et la façon dont on a l'habitude de construire un TCO pour nos clients. Donc là, vous voyez globalement, vous avez sous les yeux un TCO d'un véhicule de 5 places qui vaut 22 000 €, avec un niveau de remise qui est déterminé ici, l'avantage en nature ou la participation qui est créée ici, et qui vient du coup constituer un loyer qui est constitué comment? C'est une valeur d'investissement, donc c'est-à-dire c'est 18 000 €, un loyer, un amortissement avec des frais financiers appliqués par le leaser, et une mensualité qui est déterminée également avec des prestations. Mais ce n'est, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'une partie de votre coût global de détention, puisque derrière vient se rajouter la fiscalité qui, elle, est mensualisée. Là, en l'occurrence, on est sur un véhicule qui n'a pas de bonus-malus, la mensualisation également de l'assurance, la consommation de carburant, la récupération de TVA sur le carburant, l'impact des amortissements non déductibles. Bon, là, effectivement, le véhicule n'est pas assujetti à un amortissement excédentaire puisqu'il est en dessous du plafond. Les impacts sur les charges déductibles sur votre IS. Autant on a dans certains cas des véhicules qui sont assujettis à des réintégrations fiscales puisqu'ils dépassent ici le plafond légal pour les véhicules thermiques non hybrides de 18 300 €. Mais vous avez par contre en échange la possibilité de déduire vos charges. Donc forcément, de déduire ça de votre IS et donc de faire une économie d'IS liée à l'amortissement du loyer. Et puis également, bon là on l'a pas mis dans cet exemple parce que forcément c'est pas le choix qui a été fait sur cette présentation, sur cette construction du TCO, puisqu'on est dans le traitement d'un avantage en nature. Donc il y a un impact des avantages en nature sur vos charges sociales. Voilà. Ce qui fait qu'on arrive à un coût global de détention qui est de ce montant. Voilà. On arrive sur la partie focus autour de la recharge électrique. En complément de tout ça, l'idée aussi, c'est de vous montrer où est-ce qu'on en est en France sur le maillage de la recharge, du réseau de recharge en France. 3 types de recharge qui existent. La prise ou le wallbox, ça c'est plutôt sur le réseau domestique. C'est la prise que je mets à disposition de ma famille pour recharger mon véhicule plutôt hybride, électrique, mais avec des temps de recharge importants. Et qui du coup me permet d'avoir un coût au kilowatt le plus faible possible puisque je suis sur mon installation domestique. Il y a également, et ça c'est une nouveauté dont le marché vient de se doter, ce sont les câbles connectés. Les câbles connectés, c'est un moyen de contourner toute la difficulté que l'on a aujourd'hui à rétribuer aux collaborateurs le coût de sa recharge de son véhicule de fonction. Ces câbles connectés donc, permettent de calculer le nombre de kilowatts qui sont passés au travers de ce câble pour ensuite rembourser le collaborateur sur base de sa consommation effective. Et donc, il y a une interface qui est possible entre ce câble et votre entreprise pour pouvoir remonter les consommations et déterminer un remboursement sur note de frais à l'euro de ce que ça a coûté au collaborateur. Ça, c'est une énorme avancée puisque ça ne pose pas de problématiques majeures d'installation complexe chez les collaborateurs et c'est un moyen aussi de pouvoir surveiller et de budgéter, encore une fois, et de piloter le poste de recharge de véhicules hybrides ou électriques. Et enfin, évidemment, ça c'est le réseau de chargeurs ou de superchargeurs présents sur tout le territoire national qui permet du coup de recharger plutôt les véhicules électriques. Il y avait une ambition forte de l'État français
arriver au cap des 100 000 bornes. On y est arrivé. Ça devait être en 2022, ça a été tout début 2023 que l'objectif a été atteint. Le deuxième objectif que se fixe l'État et le ministre des Transports, c'est d'arriver au chiffre de 400 000 bornes d'ici 2030 pour évidemment tenir les objectifs de transition énergétique du parc, puisque comme vous le savez, d'ici 2035 en Europe, sur les marques généralistes, la vente de véhicules thermiques neufs ne seront plus autorisées. Voilà. On vient ensuite un exemple très concret de ce que coûte aujourd'hui une recharge d'un véhicule électrique. Alors, forcément, on a utilisé un exemple très parlant qui est celui de la Tesla, Tesla Model 3, l'un des modèles les plus vendus au monde, qui du coup aujourd'hui est un peu la référence sur le marché de l'électrique. On vous a du coup ventilé ici qu'est-ce que coûte la recharge aux 100 km d'un véhicule électrique. Ce qui est évidemment frappant, c'est qu'on passe du simple au quadruple suivant l'endroit où le véhicule est rechargé. Je vous parlais tout à l'heure de l'installation à domicile d'un chargeur. Forcément, le coût de la recharge à domicile est beaucoup plus faible que si je demande une recharge sur autoroute, sur une borne superchargeur. Donc, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que dans certains cas exceptionnels, on a des coûts de la recharge aux 100 km qui sont même pour certains véhicules plus importants que des véhicules thermiques. Bon, là, on est sur un véhicule à 7 litres, quand ici, on est sur des véhicules électriques. On arrive sur le cas client. Alors, sur le cas client, pour du coup vous présenter un exemple concret de notre travail auprès d'un de nos clients par rapport à son parc automobile. On était dans le cas d'un client, alors par des raisons de confidentialité, je tairai évidemment le nom de ce client. On était sur un client qui avait 35 véhicules, qui faisait en moyenne 20 000 km par an, 90% de véhicules de service, c'était des VU, c'était des C3 VU. Il était sur un secteur d'activité qui était très tendu en recrutement et il était sur le secteur informatique. Et donc, la problématique de mobilité était très forte chez lui. En clair, pour parler très, très directement, il perdait des collaborateurs parce que les collaborateurs n'appréciaient pas la politique de mobilité. En clair, la C3 VU ne faisait pas rêver le chargé d'affaires ou l'ingénieur commercial qui allait voir ses clients. Il n'y avait pas de gestionnaire de parc dédié. On était sur une gestion que je qualifierais en bon père de famille, soit, mais avec du coup une responsable RH qui se chargeait de ce sujet-là, entre autres, et qui du coup avait beaucoup de difficultés à être dans l'optimisation et le suivi rigoureux du parc. Et puis forcément, une organisation qui ne permettait pas d'avoir un appel d'offres loueurs et prestataires récurrents. La problématique du coup, c'est que, comme je le disais, ils avaient des difficultés à recruter et à fidéliser leurs collaborateurs. Les véhicules de service étaient parfois même utilisés à des fins personnelles pour contourner ces revendications des collaborateurs, d'où un risque très fort vis-à-vis de l'URSSAF. Il y avait également des revendications salariales très fortes liées à la concurrence sur le secteur, une concurrence RH sur leur secteur d'activité. Et puis, ils faisaient face à des dérives budgétaires importantes, notamment sur le contrôle des utilisations personnelles, beaucoup de notes de frais qui étaient mis en place et pas d'outils de gestion de parc. Donc, on était sur une structure de coût sur un véhicule utilitaire comme celle-ci. Il faisait 20 000 par an. On était aux alentours d'un TCO global par mois à 408 €. Pas d'avantage en nature, puisque forcément, ce sont des véhicules utilitaires et qu'ils étaient censés ne pas être utilisés à des fins personnelles. Toute notre approche a été de dire, pour nous, il faut que vous remettiez la mobilité comme étant un axe de motivation et donc de faire du basculement du véhicule de service en véhicule de fonction un acte de management. Et que du coup, vous donniez non pas des augmentations de salaire, mais un basculement vers un véhicule de fonction pour que l'usage personnel soit encadré réglementairement dans les cordes et que dans les clous, pardon, et que ça permette d'avoir un pilotage plus clair et plus précis de
du parc. Notre recommandation, ça a été de cascader, comme vous le voyez ici, le coût global de détention. De prime abord, évidemment, quand on passe d'un véhicule 2 places à un véhicule 5 places, on passe de TTC hors taxe, on prend un loyer qui prend 50 € par mois. C'est assez intuitif. On est sur un véhicule qui vaut plus cher. J'ai des taxes que là, je n'ai pas. Donc, j'ai un coût global de détention dans le cadre d'un traitement en avantage en nature qui est plus important. Là, on ne répond pas à l'objectif du client qui était de « je veux piloter mon budget ». OK, je veux faire un acte de management, mais je ne veux pas que ça me coûte plus cher. Donc, vient ensuite l'alternative que nous, on a recommandée et qu'on recommande beaucoup en ce moment à nos clients. Ça a été de traiter, pas de traiter en avantage en nature le basculement d'un VU vers un VP, mais de le traiter en participation. En clair, c'est de dire aux collaborateurs, OK, je te passe un véhicule 5 places, par contre, c'est du donnant-donnant, je te demande en échange une contribution mensuelle en pied de salaire, non assujettie à charges sociales ni patronales, qui n'est pas assujettie non plus à l'IS, à l'IR, pardon, et qui du coup vient en pied de salaire déduire cette participation qui est évidemment égale au seuil de l'URSSAF. Donc là, vous voyez ici que dans le cas d'un traitement en avantage en nature, pour l'entreprise, ça coûte 61 € par mois. C'est en clair 136 € fois 45% de charges sociales. Alors que là, ici, on récupère, nous, entreprise, 136 € dans la poche du collaborateur. Alors, il est évident que, et là, je vois tout de suite les interrogations qui peuvent être les vôtres, je ne peux pas retirer du pouvoir d'achat à mes collaborateurs. Forcément, il va me demander une augmentation en échange. Évidemment que ça ne peut pas être mis en place dans toutes les entreprises, surtout si vous avez déjà un historique avec déjà des collaborateurs en véhicule de fonction. Là, on parle bien d'une situation qui est certainement présente dans beaucoup d'entreprises, mais qui, du coup, était je suis en VU, j'ai des difficultés à recruter et je veux basculer en VP. Il y a beaucoup de collaborateurs qui, du coup, ont vu leur intérêt parce qu'ils se sont dit, pour 130 € par mois, j'ai désormais la possibilité de rouler avec un véhicule à des fins personnelles et donc mon véhicule personnel ne m'est plus utile. Donc, j'y vois mon intérêt. Ce qu'il est possible aussi de faire, et là on a volontairement grossi le trait, c'est que l'URSSAF dit que vous pouvez faire un système hybride. C'est-à-dire que, et là on le voit souvent, notamment quand on veut faire une montée en gamme pour certains collaborateurs, c'est de dire, le seuil de l'URSSAF, c'est 250 € par mois, je veux un véhicule plus haut de gamme, donc la différence, je la prends en participation. Et donc, c'est 100 ou 150 € de plus que ça coûte à l'entreprise, et ben, je les prends en participation. Donc, on a un système hybride. 250 € traités en avantage en nature avec la ventilation que je viens de vous préciser, et le complément, on le met en participation, qui vient du coup, lui, en déduction en pied de salaire. Moyen gagnant-gagnant de faire plaisir à un collaborateur. Attention quand même à gérer l'exception dans des entreprises, puisque forcément, plus vous allez faire des exceptions, plus ça va être compliqué aussi d'un point de vue RH. Mais en tout cas, il existe des dispositifs réglementaires qui vous permettent du coup d'être à la fois dans les clous et en même temps de faire un montage en votre faveur. Voilà, on a même été jusqu'à aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a carrément passé le cap en disant vous avez des collaborateurs qui roulent 20 000 par an, certains sont dans des grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, et donc en clair, l'électrification pour certains de ces usagers est possible. Et donc on a même été jusqu'à proposer des véhicules 100% électriques en face d'un véhicule utilitaire de place. Et là, ce qu'on voit, c'est que, et c'est assez contre-intuitif, c'est que même si on traitait en avantage en nature, par le jeu des dispositions fiscales, notamment d'abattement, parce qu'il existe sur les véhicules électriques un abattement dans la limite de 1 800 € par an sur les avantages en nature, et ben on arrive à un coût global de détention sur une 208 électrique par rapport à une C3 société de 394 € contre 408. Alors qu'au départ, on voit un loyer qui est 70 € supérieur par mois. Donc forcément, quand je regarde le loyer, je me dis non, la 208 est trop chère. Sauf que quand on se prête au jeu du TCO, notre logique s'inverse et de façon très objective, on arrive à trouver des avantages à basculer en électrique. Et ces avantages sont d'autant plus forts si on bascule en participation, puisque là, évidemment,
on vient encore plus dégrader le TCO en faveur de votre budget. Donc voilà, point important, et c'est ce qu'on disait à l'instant, le TCO, zéro a priori, c'est la clé pour pouvoir avoir une analyse le plus précis possible de votre coût global de détention. En synthèse, pour ce bilan client, la première étape, ça a été évidemment de faire un audit de parc par notre intermédiaire, pour fixer les objectifs et les axes d'amélioration, puisque forcément, pour savoir quelles sont les pistes, il fallait déjà identifier les budgets. On a fait évidemment un appel d'offres loueur, constructeur, et puis même sur la partie infrastructure de recharge. Là, on a eu des améliorations en 2022 de 4 à 9% selon les modèles sur les taux de remise. On a traité socialement en participation le basculement de véhicules de société en véhicules de fonction. Un chiffre, 32 000 € de gains générés par l'entreprise pour un budget de 150 000 €. On a fait une économie de 20% sur le budget global. Encore une fois, on ne gagne pas 20% à tous les coups, c'est un cas de client spécifique, mais en tout cas, et ça, c'est uniquement en faisant une analyse du marché, une analyse des besoins et en ayant une approche un peu en rupture par rapport à ce qui était mis en place jusqu'à présent. On a proposé une nouvelle car policy, on l'a vu avec notamment un basculement de 50% des véhicules en véhicules électriques. Je le disais tout à l'heure, notamment sur les utilisateurs urbains. On a également, et ça c'est un point important, engagé les collaborateurs sur une charte d'utilisation des véhicules de fonction. On a accompagné le client dans la construction de cette charte pour balayer l'ensemble des usages et des bonnes pratiques dans le cadre de l'utilisation du véhicule de fonction. Et puis enfin, pour boucler la boucle, on a également mis en place, pour accompagner les décideurs et la gestionnaire de parc, un outil de gestion de parc pour pouvoir piloter et gérer de façon très opérationnelle et budgétaire le budget automobile chez le client. On arrive à la fin de la présentation sur la partie règle d'or. Alors, qu'est-ce que nous, on souhaite vous faire retenir de cette présentation? La première chose, c'est qu'on part du principe qu'un coût qui n'est pas maîtrisé, c'est que forcément, il est trop élevé. Je donne un exemple pour ça. On fait beaucoup d'audits auprès de clients qui sont majoritairement en achat et qui se posent la question de basculer en location longue durée. La seule façon objective de savoir si c'est intéressant de basculer en location longue durée par rapport à de l'achat, c'est de savoir combien coûte un parc en achat. Pour calculer le coût d'un parc en achat, ça nécessite énormément de travail et il y a une part d'incontrôlable, ne serait-ce que sur la valeur et la projection des valeurs de revente et des coûts d'entretien. Par définition, souvent, on a tendance, et ça c'est aussi un retour d'expérience, c'est que les clients en achat ont souvent tendance à sous-estimer ce que leur coûte leur parc. On pense toujours que des véhicules sont peu gourmands en entretien, qui consomment moins de carburant et que globalement, on va très bien revendre les véhicules. Il y a des cas où c'est le cas et d'autres cas où c'est beaucoup moins évident. L'énorme intérêt, et là, je fais une petite digression sur la partie location longue durée, c'est qu'évidemment, à l'inverse de l'achat qui, lui, ne vous permet pas de maîtriser, de packager votre offre de détention, vous avez, avec la location, un budget qui est à 90% maîtrisé. Les 10% restants, c'est globalement les fins de contrat sur lesquels on a peut-être un peu moins de maîtrise, mais globalement, on a un budget qui est maîtrisé. Et donc, c'est la clé et la première étape pour pouvoir maîtriser son budget. Le nerf de la guerre, et j'ai envie de dire encore plus qu'avant, c'est comparer, parce que il y a des écarts types extrêmement importants. Il y a vraiment des partis pris de certains leasers, de certains constructeurs sur telle technologie plus qu'une autre. C'est pas rare aujourd'hui de voir chez certains loueurs des écarts de 100 à 200, 300 € du plus 10 ans au moins 10 ans. Donc forcément, il y a la nécessité absolue d'être systématiquement en comparatif, et c'est ça notre rôle aussi chez MyLeasing, de vous accompagner dans ces comparaisons systématiques. On l'a dit et on ne le répétera jamais assez, en 2023 et dans les années à venir, il faudra plus que jamais adapter le véhicule à l'usage réel des collaborateurs. L'usage réel, ça veut dire qu'il faut le connaître. Il faut être très proche de ses collaborateurs et de ses usagers
pour savoir comment sont utilisés les véhicules, quels sont les besoins véritables et comment, globalement, on voit la mobilité dans nos entreprises. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, c'est le zéro a priori. Et ça, je pense que c'est aussi un des éléments importants, c'est que le marché nous a imposé sur les 2 dernières années à faire preuve de beaucoup d'agilité, à basculer de marques ultra installées vers des marques plus exotiques, par exemple. Ça a été une façon d'avoir aucun a priori. Le basculement vers l'hybride, rechargeable, puis non rechargeable, pour aller même jusqu'à l'électrique. C'est aussi un moyen d'éduquer des collaborateurs pour faire basculer les usages très installés du véhicule thermique vers, il y a une part d'inconnu, vers l'électrification ou du moins une rupture technologique pour basculer vers d'autres technologies. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. On va pouvoir partir sur la réponse à quelques questions. J'en ai eu pas mal donc sur le chat. Alors, la première qui me vient, c'est à partir de quelle taille de parc estimez-vous pertinent d'avoir cette approche? Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des TCO pour des clients qui ont une voiture. Voilà. Parce que il y a des évolutions technologiques telles sur certains véhicules qu'il est nécessaire de faire des comparaisons entre un 3008 diesel et un 3008 hybride en 2023 et que ça mérite d'être comparé de façon objective. Donc, il n'y a pas de limite. Il est évident que plus le parc est gros, plus la nécessité de mettre en place un TCO est évidente. Voilà. À partir de quel kilométrage faut-il passer en électrique? Ben là, je vais essayer d'être le plus cohérent possible. Il n'y a pas de kilométrage seuil au-delà duquel on passe en électrique. On a tous les jours des demandes pour des clients qui veulent rouler en Tesla et qui font 50 000 km par an. La première des étapes, je pense, à franchir, c'est déjà est-ce qu'on est convaincu et est-ce qu'on est prêt à changer? Ça, c'est le premier point. Ce qu'on enregistre souvent, c'est que les clients qui nous sollicitent sur l'électrique sont des gens qui ont passé le cap de l'appréhension. Ça, c'est le premier point. Et puis après, encore une fois, ça dépend dans quelle zone on se trouve, comment on s'organise autour de son véhicule, quels moyens on met en place pour basculer à l'électrique. Voilà, en clair, est-ce que j'ai fait un audit précis de mon usage et est-ce que je suis conscient que quand je vais faire 500 km, il va falloir que je m'arrête peut-être 2 fois, alors qu'avant, je m'arrêtais qu'une fois. Est-ce que ça, je suis à l'aise avec ça? Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de kilométrage. Par convention, évidemment, on voit plus de petits rouleurs basculer facilement vers l'électrique, mais on est en train de voir que le marché, également sur les gros rouleurs, est en train de basculer en électrique, parce que la technologie aussi avance beaucoup. Voilà, hein, avec les autonomies notamment, et les infrastructures de recharge. Quel loueur et quel constructeur permet de lutter le mieux contre l'inflation? Alors, ça, c'est une bonne question. Et ben ça, je vous laisse consulter MyLeasing pour vous répondre, parce que, en clair, ça dépend clairement de la façon dont, de la carte policy que vous voulez mettre en place. Voilà, il y a eu énormément de bouleversements sur le marché, vous le savez tous certainement, avec des constructeurs français qui ont considérablement revu à la baisse leurs conditions de remise et fortement inflaté leur prix catalogue. Ça a eu une incidence sur le basculement vers de nouvelles marques comme des marques coréennes, japonaises et voire même américaines et chinoises. Hein, mais là-dessus, il n'y a pas véritablement de loueurs et de constructeurs aujourd'hui qui sortent du lot. On est sur un marché qui est extrêmement volatile. Aujourd'hui, les offres des loueurs sont valables entre une semaine et un mois maximum. Donc, forcément, quand on a cette volatilité-là, encore une fois, on le redira jamais assez, comparer. Où intervient MyLeasing dans tout ça? Eh bien, MyLeasing intervient dans tout ça dans la lutte contre l'inflation et puis globalement dans le pilotage budgétaire du début à la fin. Nous, MyLeasing, notre métier, c'est courtier en location longue durée, c'est d'accompagner les clients au moment de la définition de leur cahier des charges jusqu'à la gestion du renouvellement et tout ce qui se passe entre les deux. La vie du contrat, la gestion opérationnelle du parc.
Donc nous, on est vraiment à vos côtés. On a souvent l'habitude de prendre cette image-là. On est à vos côtés pour regarder en face le marché et vous aider à décrypter les bonnes décisions à prendre et les bons choix à faire pour optimiser et gérer votre parc. Les collaborateurs ont-ils des réticences à passer à l'électrique? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Il y a beaucoup d'inquiétudes des dirigeants et des gestionnaires de parc sur le basculement à l'électrique. Ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est la nécessité pour les entreprises de savoir véritablement comment roulent les collaborateurs. Pour cela, il y a des moyens assez magiques qui existent, notamment sur la télématique, que l'on est capable également de mettre en place chez MyLeasing, chez nos clients, c'est de pouvoir déterminer de façon très objective et des remontées automatiques de kilométrage de véhicules pour savoir concrètement combien parcourt chaque collaborateur par jour. Et donc, du coup, de faire lever la réticence de « je roule trop, ça va être trop compliqué, je ne peux pas rouler en électrique, j'habite en fin fond de la Creuse et il n'y a pas de borne de recharge ». Peut-être, mais par contre, je vois que sur les 12 derniers mois, tu n'as fait qu'une fois plus que 200 km. Voilà, un moyen très concret de pouvoir lutter contre les réticences. Maintenant, ça, c'est la vision entreprise, décideur, gestionnaire de parc. D'un point de vue collaborateur, je pense que ce qui est important, c'est faire preuve de beaucoup de pédagogie, de ne pas forcer l'implémentation de véhicules électriques à tout prix, que ça nécessite forcément que les collaborateurs qui vont être derrière le volant, comme ils le sont aujourd'hui derrière leur véhicule thermique, ils ont une incidence très forte sur votre coût global de détention. Vous le savez, un gros rouleur qui fait 50 000 km par an va peut-être avoir tendance à avoir le pied plus lourd que celui qui est citadin et qui a un véhicule pour ses trajets urbains. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important que le collaborateur soit impliqué dans la transition, qu'il soit même ambassadeur. À chaque fois où nous, on a pu mettre en place des véhicules électriques, c'est quand les collaborateurs ont été embarqués dans le projet et on a fait des montées en charge de basculement du thermique vers l'hybride rechargeable pour ensuite basculer vers l'électrique. Également, il y a une question sur le taux des assurances qui est baissé. Alors, c'est effectivement c'est le poids. Hein. On ne parle pas de cotisation. Tout ça est relatif. Hein, donc, il faut prendre garde aux chiffres. Mais effectivement, le poids de l'assurance a baissé parce que d'autres postes ont fortement augmenté et potentiellement plus augmenté. Voilà, j'ai, je pense, répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Évidemment, l'ensemble de l'équipe MyLeasing et notre responsable marketing se tiennent à votre disposition pour répondre à vos autres questions. On se tient évidemment à votre écoute, vos contacts habituels se tiennent à votre écoute. Et puis également, il sera mis sur YouTube le replay de ce webinaire pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des informations que nous avons déroulées ensemble aujourd'hui. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.